Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo thread d'horreur. Aujourd'hui, comme d'habitude, 3 histoires, des mécaniques vraiment différentes pour ces 3-là. J'espère qu'elles vous plairont. N'hésitez pas à le dire évidemment dans les commentaires, à me dire ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. Ça peut peut-être m'aider. Sur cette chaîne, vous pouvez découvrir donc des threads d'horreur, des true crime, mais aussi des histoires horribles, incroyables. Donc, si vous voulez en voir plus ou en découvrir, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Sur ce, on est parti pour 3 threads d'horreur. Venez avec moi, let's go. La première histoire, c'est l'histoire de Solène. Solène nous explique qu'elle a une vie plutôt compliquée, surtout au niveau psychologique. Elle se sent très mal à l'école, elle se sent mal dans sa vie, mal dans sa peau de manière générale. Et voilà qu'elle se retrouve à l'hôpital suite à une tentative de suicide. Bon, le début de l'histoire de Solène n'est pas très joyeuse, mais ça ne va pas s'arrêter là. Elle est donc à l'hôpital, les médecins prennent bien soin d'elle, elle voit une aide psychologique pour savoir pourquoi elle a fait cette tentative de suicide évidemment. Et une nuit, pendant qu'elle dort, elle est réveillée par un infirmier qui vient pour lui changer sa transfusion. À ce moment-là, il la pique 2 ou 3 fois, mais sans jamais réussir à toucher une veine. Solène lui demande gentiment s'il peut essayer du coup ailleurs ou sur l'autre bras, mais il lui répond simplement non et il continue à essayer de trouver la veine dans son bras. Et le plus dérangeant dans tout ça, c'est que pendant qu'il fait ça, il agite l'aiguille sous sa peau en disant que c'est pour trouver sa veine. Autant vous dire que Solène, elle a vraiment mal, elle ne dit rien parce qu'elle est totalement shootée un peu par le fait que c'est la nuit, shootée par ses médicaments et elle comprend pas trop ce qui se passe. Mais l'infirmier est toujours là, il continue à lui planter son aiguille et à trifouiller son bras avec l'aiguille comme s'il y prenait du plaisir. Au bout de la 7e ou 8e fois où il plante l'aiguille dans le bras de Solène, il lui fait comprendre clairement qu'il veut lui faire du mal. Et quand Solène lui demande pourquoi il fait ça, il dit simplement que c'est de sa faute si elle est là. L'infirmier finit de changer sa transfusion, puisqu'au final, il l'a vraiment fait, malgré tout. Il a fait son travail quand même, malgré le fait qu'il l'a charcuté avec une aiguille. Je n'ose imaginer, en fait, quand j'ai lu ça, j'ai imaginé le mec qui te plante une aiguille comme ça et qui trifouille ton bras. Ah, ça me donne des frissons. Et j'imagine qu'il y en a certains parmi vous, si vous êtes aiguillophobe, là où je sais pas comment on dit, skippez de quelques minutes la vidéo. J'aurais peut-être dû le dire avant, ça, en vrai, peut-être. Bref, le lendemain, une infirmière vient lui enlever son intraveineuse et elle est totalement horrifiée de voir déjà l'état du bras de Solène, mais aussi, surtout, la taille de l'aiguille que l'infirmier de nuit a utilisée pour son bras. Elle dit même que c'est la première fois qu'elle voit une aiguille aussi grosse utilisée sur un être vivant. Bref, Solène a fini par sortir de l'hôpital, de se remettre de ses envies de mettre fin à ses jours, et elle explique que quand elle en parle encore aujourd'hui, les gens l'ignorent un peu ou ne la croient pas, mais que pourtant pour elle c'était vraiment terrifiant d'être seule, de ne pas vraiment comprendre ce qui se passe, d'être vraiment impuissant et d'avoir cette personne-là qui vous plante avec l'aiguille de manière intentionnelle et qui en plus la secoue sous votre peau. Voilà, Solène, elle gardera quand même un traumatisme de ça, sachant qu'elle était déjà pas bien. Ouais, comme quoi méfiez-vous de tout le monde, La deuxième histoire, c'est l'histoire de Manon, et pour nous mettre dans le contexte, elle nous explique qu'elle habite dans un quartier plutôt difficile, qu'elle a l'habitude que des hommes viennent l'accoster pour lui proposer directement des relations sexuelles, comme ça, sans filtre. Et ce jour-là, elle était habillée en jupe et en collant, donc voilà, elle explique que ça peut peut-être justifier ce qui va se passer, etc. Bon, en tout cas, peu importe ce qui se passe dans cette histoire, celui qui commente pour dire que vu comment elle est habillée, elle le mérite, il dégage, merci. C'est ciao. Ça c'était un peu trop inspiré de Squeezie, ça va encore me retomber dessus, on va me dire que je fais pareil que lui, mais bon, si vous voulez, il est dans mon esprit, et c'est moi le trait d'horreur en fait. Bref, donc Manon est habillée, comme je l'ai dit plus tôt, elle dit que peut-être ça vient de ça, elle habite dans son quartier difficile, mais elle explique qu'elle s'est souvent sortie de situations justement difficiles, et du coup ça la rendait un petit peu sûre d'elle, peut-être même trop sûre d'elle justement. Un jour comme un autre, alors qu'elle rentre chez elle et qu'elle est à peu près à mi-chemin de chez elle, elle voit qu'une camionnette commence à la suivre. Bon, comme je le disais, Manon, elle s'inquiète pas du tout, parce qu'en fait, c'est totalement habituel là où elle habite. Manon change de quartier, ok. Parce qu'à partir du moment où ça devient habituel qu'un mec te suive en camionnette, alors je sais pas si c'est pareil pour vous les filles, mais bon, vous me le direz dans les commentaires, sinon, changez de planète, meilleur conseil. Bref, elle est habituée, donc au début, ça l'inquiète pas trop, et elle se dit qu'à force de marcher et de prendre des ruelles, etc., elle va finir par les semer. Manon nous dit aussi que c'était un petit peu quand même abusé, à quel point elle était désensibilisée de ça, justement, tellement c'était habituel. Donc elle traverse la route et elle marche de l'autre côté, donc du côté inverse du sens des voitures, et elle dit qu'elle était toujours pas inquiète, juste très agacée. Finalement, la camionnette tourne, mais elle réapparaît quelques mètres plus loin, dans une rue latérale de là où Manon se dirigeait. Bref, du coup, Manon prend son courage et va voir directement la camionnette, en fait, avant même qu'ils viennent eux-mêmes l'accoster, elle va à la camionnette, elle leur dit simplement d'un ton ferme, je ne suis pas intéressée. Les gars, quand on vous dit ça, ça veut pas dire oui, ça veut dire je ne suis pas intéressé, voilà, c'est...
Parce que si vous parlez pas français, il n'y a pas plus clair. Et là, dans la camionnette, elle voit deux hommes qui se ressemblaient beaucoup. Elle estime que c'était soit deux frères, soit même des jumeaux. Mais elle sait pas trop, en tout cas, ils étaient deux dans la camionnette. Les mecs la regardent, ils ne répondent pas. La camionnette non plus ne bouge pas. Bref, Manon est vraiment saoulée. Elle commence à retraverser la route pour commencer à s'éloigner un peu d'eux parce qu'elle commence doucement à être inquiète. Il était temps. Et après ce qu'elle vient de leur dire, elle pensait que ça serait suffisant pour qu'ils arrêtent de la suivre. Sauf que vous imaginez, ça ne s'arrête pas là. Et à chaque fois que Manon faisait demi-tour ou qu'elle traversait la route pour changer de côté, eh bien eux aussi faisaient demi-tour et changeaient de voie de circulation. Elle explique que c'est la première fois qu'elle a autant de mal à se débarrasser d'un mec comme ça, excité comme elle le dit elle-même, et que là, elle commençait à vraiment se sentir en danger. À un moment où ils sont passés à côté d'elle, elle leur a simplement crié d'aller se faire foutre. Ce qui est, selon moi, déjà très clair aussi. Il n'y a pas de doute. Quand quelqu'un vous dit d'aller vous faire foutre, c'est assez clair. Genre, comme je le disais aux gens qui pourraient dire elle était mal habillée, elle mérite, bah allez vous faire foutre. Je pense que c'est assez clair. Voilà. Coucou à tous ceux qui disent que j'utilise trop de gros mots dans mes vidéos. Salut. À ce moment-là, donc Manon est persuadée qu'après leur avoir dit ça, ça sera suffisant. Et d'ailleurs, elle ne voit plus la camionnette pendant les prochaines minutes. Donc elle se dit, tout va bien, c'est bon, ils se sont barrés. Il y avait juste besoin que je sois un peu plus vulgaire. Mais juste au cas où, Manon est prévoyante, elle connaît quand même son quartier et elle sort son téléphone et se prépare à appeler sa sœur avec laquelle elle vivait. Sauf qu'au même moment, la camionnette est arrivée derrière elle, s'est arrêtée à son niveau et un homme a sauté de la camionnette. Il a ouvert la porte arrière de sa camionnette et est venu vers elle de manière très agressive comme s'il voulait l'attraper. Malheureusement, pile au même moment, aucune voiture à l'horizon. Donc là, Manon, elle sent vraiment le danger arriver. Et elle sait qu'elle ne pourra être aidée par personne. L'homme va pour attraper Manon, la saisit, mais Manon lève son téléphone et lui dit « Maintenant, je suis en live avec tous mes followers. Vous êtes donc en direct sur mon téléphone et tout le monde voit ce que vous faites. » Manon, très bon réflexe. Respect. Je pense qu'il n'y a pas mieux de montrer à tes agresseurs que tout le monde les voit. Il y a des preuves, c'est mort. En plus, on voit ta tête, frérot. Elle leur dit même qu'elle a récolté leur plaque d'immatriculation et que la police a été prévenue. Nickel. Tout ce qu'il faut, c'est clair et net. On voit que Manon, elle est rodée. Manon, malgré tout, est totalement terrifiée, mais elle essaye de rester calme et de paraître très sûre d'elle pour ne pas faire douter l'homme qui essaie de la saisir. L'homme a quand même des doutes, il se demande si Manon est pas en train de bluffer, mais au même moment, Manon lève encore plus son téléphone et le braque vraiment vers lui en lui disant « Voilà, maintenant on te voit, donc laisse-moi tranquille. » Ni une ni deux, expression de boomer je sais, l'homme ferme la porte arrière de son camion, saute dans la voiture avec son pote et se tire. C'est ciao. Malheureusement, après cette expérience qui a été la plus traumatisante pour Manon, elle n'ose plus marcher seule dans la rue et elle a extrêmement peur de sortir. Et putain les mecs, vous faites chier. Voilà, on peut pas dire autrement. Ça peut être la conclusion de cette histoire, mais vous faites chier. La prochaine histoire, c'est l'histoire d'Anaïs et elle avait 26 ans quand ça s'est déroulé. Un soir où elle avait besoin d'essence, il était environ 23 h, donc assez tard. Elle s'est arrêtée dans une station qui est normalement très fréquentée, sauf que ce jour-là, il n'y avait personne et même pas une voiture en vue. Anaïs nous explique qu'elle habite en plus en Alaska et qu'à ce moment-là, il faisait très froid, il faisait pratiquement moins 10. De quoi vous gelez les coups. Bref, Anaïs nous explique que c'est après le travail, qu'elle est fatiguée. D'habitude, elle met sa pompe dans son réservoir et elle rentre dans sa voiture pour être au chaud et ne pas rester au froid. Sauf que là, elle a senti qu'elle devait rester dehors, à côté de la pompe, à continuer à remplir son réservoir. Pourquoi elle a senti ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'était le pressentiment qu'elle avait. Quelques minutes après, une berline un peu dorée se gare juste à côté d'elle. Un gars est sorti de cette voiture et Anaïs n'explique pas pourquoi non plus, mais elle se sentait vraiment pas à l'aise avec lui et du coup elle était vraiment en alerte. Le mec a commencé à nettoyer ses vitres qui étaient apparemment totalement propres et il a même fait tomber, on aurait dit intentionnellement, la raclette vers Anaïs. Ah, les mecs relous. Il y en a énormément des histoires comme ça quand même. Là, Anaïs, elle comprend que le mec, il veut l'accoster, il veut se rapprocher d'elle, elle a limite envie de partir, mais elle reste calme et a continué à remplir sa voiture. L'homme, après avoir ramassé sa raclette et en se relevant, demande à Anaïs s'il veut bien l'aider à mettre du produit à essuie-glace dans sa voiture puisqu'apparemment, il ne sait pas comment ouvrir le capot de sa propre voiture. Anaïs rigole et elle dit qu'elle ne sait pas non plus comment faire, même si en réalité, elle sait très bien comment faire, mais elle préfère lui dire non. Mais malgré ce refus, l'homme continue à se rapprocher d'elle physiquement et à essayer de trouver des excuses pour la faire venir vers sa voiture. Il lui a même dit si elle pouvait ramasser quelque chose sous son siège parce que apparemment lui était trop grand pour atteindre cette chose qui était tombée. C'est vraiment une excuse de merde ça, hein. Franchement, fallait travailler ton speech quand même avant, hein, si tu voulais la récupérer. Hein. Waouh. Anaïs nous explique qu'elle, elle est très petite et que du coup, elle voit un grand homme devant elle qui fait un peu débrailler avec une grosse barbe.
Et du coup, elle est totalement terrifiée et elle commence à appuyer sur le bouton d'appel de la pompe qui permet d'appeler quelqu'un à l'intérieur de la station. Là, l'homme fait demi-tour et commence à retourner vers sa voiture. Donc bonne nouvelle a priori. Anaïs pense qu'elle est totalement sortie d'affaire. Elle finit de remplir sa voiture, sauf que elle aperçoit un peu l'intérieur de la voiture du mec et elle voit qu'en réalité il n'y a pas de poignée intérieure à part celle du conducteur. Là, Anaïs, elle se chie littéralement dessus. Voilà, parce que c'est pas comme si c'était une coïncidence, comme par hasard, il reste que la poignée du conducteur, si tu vois ce que je veux dire quoi. Bref, Anaïs essaye de vite remettre la pompe, sauf qu'elle entend derrière elle une porte de voiture qui s'ouvre et qui se claque, et elle se fait saisir instantanément par l'homme qui lui dit « Maintenant, tu viens avec moi ». Évidemment, Anaïs est pétrifiée, elle refuse, sauf qu'il l'attrape et la plaque contre sa voiture. Là, Anaïs a un très bon réflexe, elle met un coup de coude à l'homme le plus fort possible et elle crie le plus fort possible. L'homme qui a pris le coup de coude l'a senti passer. En plus de ça, quelqu'un sort de la station, il prend vite sa voiture et déguerpit le plus vite possible. Et malheureusement pour toi, petit bonhomme, c'est que ta plaque a été enregistrée par la station-service et du coup, la police va te retrouver. Quel dommage. Bref, tout ce qu'espère Anaïs, c'est que c'était la première et la dernière des filles. Elle est contente d'avoir eu ce réflexe et elle espère ne jamais re-rencontrer cet homme. Et voilà, c'est déjà la fin de ces 3 threads d'horreur, je les trouve vraiment bien. Ils étaient des fois peut-être un peu plus courts que d'habitude, mais en vrai, au niveau intensité, j'ai trouvé ça vraiment cool. Donc j'espère aussi que ça vous a plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, évidemment à lâcher un petit like et bien sûr le Saint Graal, à vous abonner pour me soutenir et me remercier de mon travail. Si vous voulez être averti des prochaines vidéos, bah la petite cloche, hein, gling gling. Et puis voilà, quand il y aura une vidéo de moi, bah, vous aurez une petite notification avec ma gueule, ou pas forcément, parce que forcément je fais les mêmes miniatures que Squeezie, là, avec les trucs tout déformés comme ça. Bref, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, nuit, matinée, journée, après-midi, ce que vous voulez. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous la famille.